Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment, enfin, je crois que ça fait qu'une semaine que j'ai pas posté de vidéo, mais ça m'a manqué. Voilà, j'avais l'intention de faire des vlogmas sur, des bookmas sur tout le mois de décembre jusqu'au 24, mais finalement, enfin, c'est franchement pas faisable pour moi. Entre la maison, les enfants, les absences des maîtresses, là, ce dernier trimestre, c'est infernal. Et même la fatigue, le fait que quand je tourne une vidéo, c'est des moments où je ne peux pas faire autre chose, ni lire, ni m'occuper de la maison et tout ça. Et en plus, je sais pas pourquoi, la semaine dernière, j'ai eu un vrai coup de barre, vraiment pas le moral. Et du coup, je me suis dit, bah non, ça sert à rien que je fasse des vidéos si j'ai pas le moral, je vais plomber le moral de tout le monde, donc on va éviter. Et donc voilà, alors là je reviens vous parler d'un livre que j'ai lu la semaine dernière, qui est un livre de Nicolas Beuglet, un thriller qui s'appelle Le Cri. Alors si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai déjà lu la deuxième trilogie, qui commence par Le Dernier Message, puis Le Passager sans visage, puis L'Archipel des Oubliés, que j'ai lu il y a très peu de temps. Et j'avais beaucoup aimé la trilogie, certains tomes plus que d'autres. Je pense que mon préféré avait été le deuxième tome, Le Passager sans visage, avec l'histoire du conte pour enfants, voilà, qui avait une autre signification. Et j'avais aussi beaucoup aimé Le Dernier Message parce que il y avait le côté scientifique et tout ça derrière que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le troisième, beaucoup moins. Mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, comme je fais tout à l'envers, maintenant j'ai eu envie de lire la première trilogie qui commence par Le Cri, où on a à nouveau Sarah Geringen, qui est une inspectrice qu'on avait dans le tome 3 de la deuxième trilogie. C'est un petit peu brouillon tout ça, mais bon. Et en fait, dans cette trilogie-là, c'est l'inspectrice principale, donc ça se passe en Norvège, en tout cas l'inspectrice est norvégienne. Je vais essayer de vous le résumer sans vous en dévoiler trop. C'est au début en tout cas on découvre Sarah, on apprend qu'elle est mariée avec un homme, mais dans les premières lignes on se rend compte que y a un problème. Bon, apparemment il l'a trompée et voilà, elle est dévastée. Et quelques minutes plus tard on l'appelle pour une enquête en pleine nuit. Apparemment il y a eu un décès dans un hôpital psychiatrique, celui de Gostad à Oslo. Et du coup, elle est obligée d'y aller, elle y va, elle va trouver qu'il y a des choses un petit peu suspectes, elle va être accompagnée d'un médecin légiste qui est excellent, qui a une très bonne opinion d'elle en plus, donc elle qui n'est pas bavarde du tout, ça va un petit peu déranger le médecin légiste, mais vu la réputation qu'elle a, ça ne le dérange pas du tout qu'elle soit aussi taiseuse. Même si vraiment, elle a l'air vraiment très antipathique quand on débute le roman. Mais bon, on comprend qu'il s'est passé des choses dans le passé qui en fait ce qu'elle est aujourd'hui, donc on lui en veut pas trop non plus. Et en fait, dans cet hôpital psychiatrique, ils vont constater le décès d'un homme qui a 76 ans, donc c'est quand même un vieil homme. Apparemment, le nouveau gardien de nuit, qui est un nouvel arrivant, a contacté la police, mais en fait il l'aurait pas vu. Les autres, on voit qu'entre le moment où ils ont appelé la police et le moment où la police arrive, leurs versions ont changé. Donc il y a des petites choses suspectes où Sarah veut quand même s'assurer que voilà, qu'il n'y aurait pas quelque chose de caché. Et en fait, il leur apparaît très vite que le corps a été déplacé avant l'arrivée de la police, qui n'est pas mort là où on le dit. Et donc ils vont découvrir des choses dans cet hôpital psychiatrique. Déjà dès le départ qui était assez glauque, mais plus on va entrer dans l'histoire, creuser, plus ça va être glauque en fait. On parle juste d'un simple décès suspect. En plus, le patient aussi est assez suspect parce qu'en fait, personne ne sait qui il est, il n'a pas de prénom, il n'a pas de nom. On nous dit qu'il était amnésique, on l'a trouvé amnésique comme ça dans la rue 36 ans plus tôt. Et par contre, il a quand même quelque chose qui est assez bizarre, c'est que sur le front, il a une inscription, il y a les chiffres gravés 488, donc 488. Et personne ne sait pourquoi, ni même le directeur de l'hôpital psychiatrique et tout ça. Donc ça va aussi étayer le mystère autour de cet homme.
Et bien sûr, Sarah ne va pas rester comme ça, elle va absolument vouloir savoir ce qui s'est passé, qui est cet homme. Et ça va l'envoyer assez loin. Elle va aller du coup à Paris. Elle va devoir après aller sur une île. Elle va aller aux États-Unis. Elle va suivre les pistes. Au début, il y a très très peu de pistes en fait. Elle se retrouve assez vite coincée. Et d'un seul coup, il va y avoir une petite étincelle qui va apparaître et qui va la faire partir à Paris. Et c'est vraiment là que l'affaire va commencer. Elle va faire la découverte de Christopher, que moi je connais parce que je le rencontre dans le tome 3 de la deuxième trilogie. Mais je ne vais pas vous dire qui c'est si vous ne l'avez pas lu, sinon ça va vous gâcher quelque chose. Mais en tout cas, elle rencontre quelqu'un qui s'appelle Christopher. Et en fait, ils se connaissaient pas avant. Lui, il est juste... qu'est-ce qu'il est, c'est un ancien reporter de guerre et qui s'est reconverti dans le journalisme où il est journaliste et il fait des conférences, si je ne me trompe pas. Et il élève son neveu parce que son frère est décédé dans un accident de voiture quelques mois auparavant et avec sa femme. Et ils ont laissé leur petit garçon orphelin, donc il l'a recueilli et il l'a adopté. Donc il est seul avec son neveu, qu'il essaie d'élever le mieux qu'il peut. Et donc tous les deux, ils vont être liés à cause de cette enquête et ils vont justement mener l'enquête jusqu'au bout tous les deux. C'est assez compliqué parce que Sarah, c'est une enquêtrice norvégienne, donc elle n'a aucun pouvoir en France. Lui, il n'est pas du tout inspecteur, il n'est pas de la police, c'est un simple journaliste. Mais ils vont avoir assez de force, tous les deux, ils vont s'entraider mutuellement pour arriver jusqu'à la fin. Et du coup, j'ai bien aimé. En fait, au début, c'était assez difficile de rentrer dans l'histoire parce que déjà au début, on a l'impression que ça aboutissait à rien. Et surtout, c'était autour de Sarah que le mystère était un petit peu agaçant parce que on n'en savait pas plus que ce que j'ai lu dans le tome 3 de l'autre trilogie, dans l'Archipel des Oubliés. J'avais l'impression qu'on lui disait la même chose sur cette inspectrice, qu'elle avait un passé, voilà, et que ça la tourmentait, mais on ne nous en disait pas plus. Donc ça m'a un petit peu agacée, je me dis pourvu qu'il n'y ait pas quand même un tome avant celui-ci que j'aurais encore loupé, parce que c'est ma spécialité ces derniers temps. Donc je suis quand même allée voir sur Wikipédia, j'ai dit est-ce qu'il a écrit un autre livre avant et tout ça. Bon, oui, il a écrit un autre livre, mais ça n'avait pas l'air d'être lié à ça. Et après, je me suis rappelé que dans la deuxième trilogie, il fait un peu ça aussi avec son inspectrice qui s'appelait Grace Campbell. Le premier tome, on nous dit qu'elle a un passé, mais on ne nous en dit pas plus. En revanche, dans le deuxième tome, c'est là qu'on nous révèle son passé. Donc, après, quand je me suis rappelé ça, je me dis, bon, d'accord, dans ce tome-là, on nous parle de Sarah, de son passé qui est mystérieux. Et je me dis que peut-être dans le tome 2, il va avoir la même construction, il va revenir sur son passé. Je me dis peut-être. On en sait un petit peu après sur la fin du livre, sur son passé, notamment dans les... je sais plus si c'est dans les forces spéciales ou dans les forces armées, je sais plus, je crois que ça vient dans les forces armées. On nous dit un petit peu, mais je sais pas si y a autre chose ou pas. Ça reste quand même assez mystérieux. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'assez... Enfin, on s'y attache en tout cas. On s'attache au personnage de Sarah parce qu'elle a des forces, mais elle a aussi des faiblesses et c'est ça qui fait qu'elle est attachante finalement. Et aussi de la manière dont elle va se comporter envers les personnes qui sont alliées à l'enquête, notamment le patient, enfin pas le patient, mais le monsieur qui est décédé, qui avait 76 ans. Voilà, le fait qu'elle recherche vraiment qui l'a tué parce que c'était pas un décès naturel. Donc elle va avoir cette envie de rechercher ça. Et ils vont tomber sur des choses mais vraiment extraordinaires. Voilà, il va y avoir un laboratoire pharmaceutique qui va être mêlé à cette affaire. On va avoir la CIA qui va être mêlée à cette affaire aussi. Des anciennes recherches scientifiques liées à la guerre froide qui a été menée par la CIA voilà, en cachette. Enfin, il y a plein de choses. On nous parle de la guerre froide, de la Seconde Guerre mondiale. Ça nous parle de cerveau. Il y a une grosse partie qui est liée au cerveau parce que les recherches qui sont menées sur des cerveaux, enfin sur les gens, mais plus précisément sur le cerveau des gens. Voilà, on essaie de retrouver En fait, on essaie de revenir aux origines de notre cerveau, aux origines du monde. Donc ça recoupe un petit peu les choses qu'on voyait déjà dans l'autre trilogie. On voit que l'auteur s'intéresse beaucoup sur les questions, pas paranormales, mais plutôt de la religion, de notre rapport à la religion, de ce qui
ce qui fait que dans notre cerveau, dans notre vie, on est amené à croire certaines choses. Il y a vraiment des choses très très intéressantes. On voit à la fin, dans les remerciements et dans les notes de l'auteur, qu'en effet il s'est beaucoup documenté avant d'écrire ce livre et que voilà, il reprend des choses qui ont vraiment existé. Et voilà, même s'il écrit une fiction, il y a quand même pas mal de faits qui sont des choses vraies et ça fait frissonner. Mais en même temps, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours. On sait que oui, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qui sont monstrueuses. Donc voilà, c'est pas étonnant non plus. Mais voilà. Après, il y a plein de petites choses qui m'ont quand même agacée dans le roman parce que voilà, c'est une enquêtrice norvégienne qui arrive en France et qui fait un petit peu tout ce qu'elle veut. On a un petit peu de mal à le croire que ce soit si facile comme ça pour un agent d'un autre pays de faire tout ce qu'elle fait, voilà, sans être inquiétée, de pouvoir voyager comme ça dans le monde entier sans être retardée par quoi que ce soit. Voilà, il y a plein de petites choses invraisemblables, mais c'est comme dans un film d'action où on se pose pas la question, voilà, on se laisse embarquer par l'histoire, même s'il y a des choses invraisemblables, c'est pas grave, on passe parce que finalement c'est pas ça le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire c'est vraiment l'enquête, savoir ce qu'ils vont découvrir et tout ça. Donc c'est vraiment mené comme un film d'action ou comme une série d'action. C'est vraiment ça qui ressort des romans que je lis de Nicolas Begley. Donc ça me plaît, le fond me plaît, mais c'est vrai que la forme parfois me dérange un petit peu. Mais voilà, ce n'est qu'un détail, j'ai quand même beaucoup aimé ce livre. Et bizarrement, le fait que normalement j'aurais dû lire ce livre en premier si j'avais voulu lire toute l'œuvre de Nicolas Begley, mais en fait en ayant lu Le Cri après L'Archipel des Oubliés, j'ai l'impression de mieux comprendre Sarah finalement parce que je la connais déjà. Je me dis que si j'avais commencé directement par Le Cri, j'aurais peut-être pas apprécié autant Sarah et la manière dont elle mène son enquête. Je me suis posé cette réflexion parce que finalement le fait que je la connaissais déjà, j'ai trouvé ça plus simple quand même de rentrer dans sa tête et de faire le chemin avec elle. Voilà. Donc je trouve pas ça dérangeant du tout de commencer par la deuxième, par la deuxième trilogie puis d'enchaîner sur la première. Voilà, je trouve pas ça du tout dérangeant. Donc voilà, donc si vous avez déjà lu les autres livres, n'hésitez pas à lire cette trilogie là aussi, franchement ce n'est pas du tout gênant et je pense qu'il a dû y réfléchir aussi quand il a intégré son inspectrice Sarah Geringen dans l'enquête de Grace Campbell. Je pense qu'il en était totalement conscient. Voilà pour ce livre. Et après, bien sûr, j'en ai commencé un autre. Je pensais pouvoir vous en parler aujourd'hui, mais en fait, je ne l'ai pas totalement terminé. Il me reste 20 pages. C'est bête, hein, je pensais le finir ce matin, mais je n'en ai pas eu le temps. Vraiment dommage, mais je vous en reparlerai parce que franchement, celui-ci, je crois que ça va être un coup de cœur. Voilà. Je vous en reparlerai parce que je ne voudrais pas vous bassiner avec, donc on verra dans une autre vidéo. Et sinon, je voulais vous parler d'autre chose aussi. Il y a quelques mois, je vous parlais aussi de mes lectures audio parce que je me suis mis aux lectures audio cet été. Et au début, je les intégrais dans mes points lecture avec mes autres lectures. Et j'ai arrêté de le faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je trouve que trouver une bonne lecture audio, c'est difficile. Parce que déjà pour moi, je ne lis pas les résumés, je m'attache beaucoup en fait au titre et à la couverture des livres. Et quand je cherche sur Audible un livre audio à lire, j'ai beaucoup de mal à choisir parce qu'en fait, je veux quelque chose qui me dure assez longtemps. Mais je vais pas voir spécialement l'histoire et du coup je peux être déçue. Ce qui était le cas ces derniers temps. Le dernier que j'avais apprécié, mais pas tant que ça finalement, c'était celui de Melissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde. J'entendais beaucoup parler de ce livre, mais j'avais pas envie de le lire. Je m'étais dit pourquoi pas l'écouter. Et j'ai bien fait de l'écouter parce que je pense que je l'aurais pas aimé en lecture papier. Ensuite, en lecture audio, j'ai aussi la saga Cosy Mystery Agatha Raisin. J'avais lu les premiers tomes en papier et je m'ennuyais. Donc je m'étais dit pourquoi pas la continuer en audio parce que je fais des choses en même temps. Donc voilà, c'est pas une perte de temps. Et en effet, je trouve que ça va beaucoup mieux en audio. Là, j'en suis au tome 8. J'ai terminé le tome 8 ce matin. Et voilà, j'aime pas les tomes de la même manière. Il y en a que j'apprécie, d'autres que je n'apprécie pas beaucoup.
Par exemple, le tome précédent où ça s'appelait La Clairefontaine ou quelque chose comme ça. J'ai rien compris à l'histoire. Enfin, c'est pas que j'ai rien compris, mais j'ai pas suivi. J'ai pas réussi à accrocher l'histoire, donc je me dis autant. Je suis contente de pas l'avoir pris en version papier. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'enquête, ou en tout cas que les choses tombaient à plat sans que qui que ce soit mène une enquête. Et en revanche, celui que j'ai terminé ce matin, qui s'appelait Au coiffeur des dames, ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une histoire de coiffeur dans le titre, c'est le tome 8. Et bien celui-ci, je l'ai écouté plus attentivement, j'ai été plus facilement attirée par l'histoire. Je l'ai commencé quand? Je pense que je l'ai commencé dimanche soir. Oui, ça doit être ça, dimanche après-midi ou dimanche soir. Et du coup, ça m'a occupé là, hier matin, un peu hier soir et ce matin. Donc ça a été écouté assez vite. Ce sont des livres courts pour ça. Et celui-ci, j'ai bien aimé parce que finalement, il y avait une vraie enquête. Cette fois, il y avait une vraie enquête. On a beaucoup plus vu Agatha. Il y avait aussi son ami Charles que moi j'aime bien parce que c'est quelqu'un... c'est pas forcément quelqu'un de très honnête, mais en tout cas il est honnête sur ses sentiments envers Agatha. Voilà, elle se berce pas d'illusions. Voilà, elle sait comment il est. Il lui a fait quand même quelques sales coups, donc maintenant elle sait à quoi s'attendre. Et je trouve que c'est un personnage qui est attachant. Et voilà. Et là, le fait que dans cette enquête-là, elle soit aidée de Charles et non pas de James Lacey, ça change la donne. Voilà, c'est pas le même comportement, c'est pas la même relation. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie enquête. Voilà, ils sont allés parler à différentes personnes, il y avait différents indices. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une vraie enquête. En plus, on voit très très peu la police et Bill Wong, qui là est totalement absent. En plus, il a changé de comportement envers Agatha. Et je trouve pas ça franchement très sympa pour elle. Même si on comprend ses réticences à lui. Mais voilà, ce tome 8, pour le coup, je l'ai apprécié alors que c'est pas le cas de tous. Donc voilà, c'est une saga que je continue. En revanche, j'ai écouté aussi le mois dernier, ça a duré très 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 longtemps, j'ai écouté L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley. Alors, Lucinda Riley, je la connais pour Les Sept Sœurs, mais j'avais pas lu d'autres romans. Et j'avoue que j'étais assez réticente parce que les sagas comme ça, ça m'attire pas spécialement en fait. Et je me suis dit, je perds rien, voilà, c'est juste pour m'occuper l'esprit pendant que je reviens de l'école le matin, ça dure 20 minutes et puis voilà. Et finalement, celui-ci, on est rentré assez vite dans l'histoire, il n'y a pas beaucoup de personnages et donc ça a été assez bien. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Greta, qui vit à Londres. Elle est chanteuse ou danseuse je sais pas, dans un théâtre ou un cabaret, enfin quelque chose comme ça. Et elle est amie avec... comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, son ami. Mais en tout cas, elle est très amie avec lui. Et par contre, elle a une relation avec un soldat américain qui promet de l'épouser, mais en fait, elle tombe enceinte et il disparaît. Donc, elle se retrouve toute seule avec un bébé sur les bras. Et à cette époque-là, l'avortement n'est pas encore autorisé. Je crois que ça se passe dans les... on va dire dans les années fin 70, début 80, je pense, à ce moment-là. Et elle en parle à son ami qui est acteur au théâtre, dans le même théâtre. Et il lui conseille, enfin, il lui propose d'aller chez sa famille, là où vit sa mère, à Marchmont Hall. Le temps, voilà, de mener sa grossesse, comme ça, elle n'est pas toute seule, quelqu'un sera là pour veiller sur elle, et après, elle pourra voir si elle veut garder le bébé ou si elle veut le faire adopter, et tout ça. Elle accepte. Bon, lui, bien sûr, l'ami, il est amoureux de Greta. Hein. Elle, non, mais lui, il l'est, et voilà. Et donc, elle accepte son offre, elle va rencontrer la maman de son ami, et en fait, dans la maison d'à côté, il y a l'oncle de son ami qui est veuf ou qui n'a jamais été marié. Il n'a peut-être jamais été marié. Et en fait, il est beaucoup plus âgé qu'elle, mais en sachant qu'elle est enceinte et tout ça, et que lui n'a pas d'héritier, il lui propose qu'il se marie. Comme ça, elle aura un père pour ses bébés, et lui, il aura des héritiers, et il rêve d'avoir un petit garçon. Et bien sûr, elle accouche de jumeaux. Et le petit garçon meurt très jeune, avant ses 3 ans. En revanche, la petite fille survit. Mais quand le petit garçon meurt, en fait, le mari de Greta sombre dans l'alcoolisme. Il devient très violent. Il est complètement anéanti. Et en fait, ça a des répercussions sur la petite fille.
En fait, il oblige la petite fille à se déguiser avec les vêtements de son frère décédé. Et quand elle voit ça, Greta, et ben, elle décide de partir, de s'enfuir. Donc elle quitte tout dans ce domaine très, très riche et tout ça. Et elle repart à Londres presque sans argent et elle va devoir se débrouiller. Elle va trouver un travail à Londres, voilà, et elle va commencer à mener sa vie. Et on va la suivre comme ça pendant plusieurs années. On va découvrir sa vie, la vie de sa fille, des répercussions. Je peux pas vous en dire trop parce que sinon ça va gâcher le plaisir de lecture. Mais voilà, il va se passer plein de choses dans la vie de Greta, mais aussi de sa fille. Et on va les suivre comme ça pendant plusieurs décennies jusqu'à ce que la petite fille de Greta devienne majeure. Donc ça dure quand même super longtemps, presque jusqu'à nos jours. Et on a toujours l'amie de Greta de départ qui va être là tout le long de l'histoire, qui va être finalement la figure paternelle presque de cette histoire. Alors c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, mais en version audio. Voilà, à écouter c'était très bien, mais je n'aurais pas aimé la lire, c'était trop lent en fait. Voilà, il se passait pas des tonnes de choses. Et en plus avec mon côté qui aime beaucoup les thrillers, à chaque fois qu'il allait se passer un truc, je pensais qu'il allait se passer quelque chose de très trash, de très noir, et en fait c'était assez soft. Donc c'était pas une déception parce que je me dis, voilà, faut pas tout le temps avoir une fin noire et des choses très trash. C'est bien quand c'est aussi plus léger. Mais voilà, c'était pas non plus hyper léger, hein. Il se passait quand même des choses pas sympas. Mais c'était pas au point que je les imaginais, donc j'étais quand même surprise. Donc voilà, donc c'était une bonne écoute, mais heureusement que je l'ai pas fait en version papier. Et enfin, j'en ai terminé un autre ce week-end, qui là m'a duré beaucoup plus longtemps parce que j'avais commencé avant L'Ange de Marchmont Hall, et j'avais complètement décroché, j'avais abandonné. Ça s'appelait Les filles du manoir Foxcott, de Eve Chase. Et honnêtement, celui-ci, c'était dur. En fait, je l'ai écouté un bon moment avant de l'abandonner. Je comprenais rien. Je voyais pas l'intérêt de l'histoire. Et en fait, quand je l'ai repris, parce que j'avais ce livre qui était en cours, donc je voulais pas le gaspiller, donc je m'y suis remise. Et au bout d'un moment, il se passe quelque chose, enfin, et on comprend le but de l'histoire. Mais en fait, du coup, on se retrouve avec une double temporalité, mais qui intervient après plusieurs heures d'écoute. Et du coup, c'était mal fait. J'avais eu beaucoup trop de temps pour m'ennuyer avant. Voilà, je pense que le roman a été mal découpé. Il aurait fallu la double temporalité bien avant et mieux amenée, je pense. Après, la fin était bien, mais c'était trop laborieux avant. Donc, c'est pour ça que je vous en parle pas dans mes points de lecture, finalement, de mes lectures audio, parce que je n'ai pas la même attention sur mes lectures audio que mes lectures papier. De toute façon, elles n'ont pas... Enfin, pour moi, c'est très différent. C'est même pas une lecture audio, c'est juste une histoire qu'on écoute. Notre cerveau ne fait pas le même effort, ça n'a pas le même impact sur notre morale. Voilà. Si j'écoute quelque chose en audio, ça ne fera pas le même effet que de me poser dans un canapé ou dans un fauteuil et prendre mon livre et me relaxer. Ça n'aura pas du tout le même effet. Ça n'a pas le même effet sur notre cerveau non plus. Ça ne nous demande pas la même énergie, pas la même concentration. Donc ce sont deux choses très différentes. Donc c'est pour ça que je n'en parle plus. Je vous en parlerai de temps en temps, comme je le fais aujourd'hui, mais pas systématiquement parce que déjà il y a des moments où j'écoute moins que d'autres, voilà. Et je trouve ça beaucoup moins intéressant parce que je n'en retiens pas les mêmes choses. Voilà, quand je lis un livre, je suis concentrée et voilà, il y a des fois où je prends des notes, ou je prends en photo ma page quand je veux mettre une citation sur Instagram et tout ça. Alors que quand j'écoute, voilà, je ne fais qu'écouter, je ne suis pas concentrée, c'est juste un accompagnement dans ce que je fais dans ma vie quotidienne. Voilà. Donc je ne sais pas si vous êtes dans le même état d'esprit, ou si vous, une lecture audio équivaut à une lecture papier. Je serais curieuse de savoir parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de gens parler de leur lecture audio comme si c'était un papier. Mais moi je trouve que ça n'a rien à voir et on n'en retire pas la même chose. Voilà. En tout cas c'est l'impression que j'ai. Et puis même les auteurs quand ils écrivent un livre, ils l'écrivent pour qu'il soit lu. Je pense que ça n'a pas le même effet quand on veut écrire quelque chose qui va être lu à voix haute.
Voilà. Je sais pas si vous allez me comprendre, je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Mais voilà dans quel état d'esprit j'étais. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mon programme pour les jours qui viennent, bah déjà, ça va être de terminer celui-ci ce soir, je pense. Et finalement, il me reste beaucoup de romans de Noël parce que bah, j'ai un peu décroché. Il me reste 1, 2, 3, 4. Il me reste 5 en fait. Donc quand je vais terminer celui-ci, je vais passer au roman de Noël. Je sais pas lequel encore, mais on verra bien. Et j'avais pas prévu d'aller voir ma famille avant Noël, mais je vais aller voir ma famille avant Noël. Bon, du coup, ça va chambouler aussi, donc de toute façon, je peux pas continuer les bookmas. Et après, bah, les enfants sont en vacances, mon mari aussi. Donc là, je pense que je vous ferai une vidéo quand je vais terminer celui-ci qui sera posté voilà, dans les jours qui viennent. Et après, bah, on se retrouvera en janvier quand les vacances des enfants seront terminées. Et bah, du coup, je pense que j'aurai plusieurs lectures à vous raconter. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai beaucoup de mal, je parle du nez ce matin. Mais ça va passer. En tout cas, je m'en excuse. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Si je ne reposte pas de vidéo d'ici là, je vous souhaite un joyeux Noël en famille, de bonnes fêtes. Une bonne fin de décembre 2023. Voilà, une bonne fin d'année 2023 même. Et on se retrouve bah, très très prochainement avec, j'espère, de bonnes lectures. Bye bye!